L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que l'indemnisation des victimes de fautes inexcusables, va être profondément modifiée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui, sauf contre ordre, donc, devrait être voté dans les jours qui viennent, à partir du texte qui a été élaboré par la commission mixte paritaire, texte que je voudrais reprendre avec vous. Heu, En résumé, je suis assez mitigé, en fait, sur le contenu de cette loi parce que je pense qu'il y a effectivement un progrès pour l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc au niveau de l'incapacité permanente, il y aura une meilleure indemnisation de celle-ci, mais ça se fait au détriment, en fait, des victimes de fautes inexcusables et je ne vois pas le lien qu'il y avait entre les 2, d'accord? C'est 2 propositions qui peuvent être indépendantes. On peut vouloir améliorer le sort de toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et on peut aussi vouloir encore mieux indemniser la faute inexcusable et là, dans le texte qu'on a et bien, en fait, ce qu'on donne en plus, entre guillemets, aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, on va le retirer d'une certaine manière aux victimes de fautes inexcusables et ce lien-là, il est pas évident et c'est triste qu'en France, en 2024, on n'admette pas que les victimes de fautes inexcusables soient intégralement indemnisées de leurs préjudices et moi je me continuerai à me battre là-dessus, jusqu'à ce que j'arrête d'être avocat, mais voilà, ça me paraît choquant. Mais venons de re bon, essayons de resituer un peu l'histoire, d'accord? Pour comprendre tout ça, je vous invite d'abord évidemment à regarder la vidéo que j'avais faite avec le professeur Morin Kaimbago à propos du revirement de l'assemblée plénière en 2023 où l'assemblée plénière avait dit: «Pour les victimes de fautes inexcusables, dorénavant, elles ont droit d'avoir l'indemnisation intégrale de leur déficit fonctionnel permanent» et dans cette vidéo, Moran nous rappelle, nous explique en fait ce que c'est que le déficit fonctionnel permanent. Donc ça, c'était la grosse avancée de l'assemblée plénière, on s'y attendait pas. On a ce revirement magnifique et quelques mois plus tard, tous les partenaires sociaux, hein, la CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE, CGC signent un accord national interprofessionnel dans lequel ils nous disent: la rente d'accident du travail, elle est duale». C'est exactement l'inverse de ce qu'avait jugé l'assemblée plénière. Elle l'avait expliqué très, très bien dans son arrêt. Elle avait fait un effort de motivation qui était vraiment exemplaire et là, les partenaires sociaux prennent tout le monde à contre-pied en disant: «La rente des accidents du travail, elle est duale». Alors on sait maintenant en off que en fait, les syndicats n'ont strictement rien compris quand ils signaient cet ANI sur la rente duale. Ils ont rien compris. Ils l'avouent eux-mêmes derrière. Le patronat leur a présenté un texte et ils ont dit: «OK, on signe». Mais ils étaient d'accord sur d'autres points de l'ANI. L'ANI, il porte sur plein de choses différentes. Sur les autres points, ils étaient d'accord, ils comprenaient ce qu'ils ont signé, mais sur la faute inexcusable, ils ont rien capté, quoi. Et ils l'avouent eux-mêmes. Donc c'est ça qui est dangereux, quoi. Et après ça, en fait, ils ont jamais voulu revenir là-dessus. Et ce qui est triste, c'est que si vous voyez les débats au Parlement, notamment devant le Sénat, le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la loi, telle que je vais vous l'expliquer maintenant? Il nous dit: «C'est le fruit, en fait, d'un accord national interprofessionnel qui a été signé par toutes les organisations syndicales, donc on doit respecter la volonté des partenaires sociaux». Sauf que cette volonté des partenaires sociaux, on sait que sur la faute inexcusable, sur l'indemnisation des accidents du travail, elle n'existait pas. Donc c'est un peu «gênant» entre guillemets de vouloir cristalliser dans la loi un accord qui en réalité n'a jamais été un échange de volonté, en tout cas sur ce point-là. Bon, peu importe, passons là-dessus, c'est trop tard. Les partenaires sociaux se sont arc-boutés là-dessus, ils n'ont rien voulu changer, mais en 2024, ils ont essayé un peu d'améliorer leur copie et grosso modo, le texte qui apparaît là, qui va rentrer en vigueur dans le code de la sécu, retranscrit, fidèlement, en fait, ce qu'ils ont voulu. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu et je vous dis ça, c'est l'avantage pour la majorité, enfin, en gros, toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Les partenaires sociaux ont dit: «Dorénavant, la rente, elle est duale et on va vraiment clairement distinguer le côté professionnel, la part professionnelle et la part fonctionnelle de la rente». La rente, elle va indemniser 2 choses, d'accord? Il y aura un taux d'incapacité professionnelle. Ce taux, en fait, on le détermine et là, on reprend, en fait, le texte qui était déjà en vigueur. On le détermine, ce taux professionnel, en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général de la personne, de son âge, de ses facultés physiques et mentales et cetera. D'après ses aptitudes, d'après sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif. Donc ça, ce taux
professionnel. Il vise, vous voyez, c'est bien expliqué après, je crois, il vise à indemniser la victime de la perte de ses gains professionnels et de ce qu'on appelle l'incidence professionnelle de l'incapacité, en gros, toutes les répercussions que ça peut avoir sur la carrière de la victime. Donc ça, c'est le premier taux, le taux professionnel. Et on va distinguer de ce taux professionnel le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle. Autrement dit, quand un salarié, il perd un bras, d'accord? Il peut plus travailler, mais il peut plus prendre ses enfants dans ses bras. Et ben ça, c'est la part fonctionnelle de l'incapacité. Un accident du travail, il a aussi des répercussions dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. C'est toutes ces atteintes qui persistent après la consolidation, ça c'est important, après la consolidation, à partir à nouveau d'un autre barème indicatif qu'on ne connaît pas encore, mais qui sera, un barème arrêté par les ministres. Et donc la loi vous précise bien, en fait, comment on va calculer ce barème. Alors je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que pour l'instant, on n'a pas les conditions d'application, et on les attend encore. Donc vous voyez, à chaque fois, on vous parle bien de cette part professionnelle, de cette part fonctionnelle. Et voilà, pour l'instant, voilà ce que nous dit la loi. On en arrive à la faute inexcusable. Alors là, je vous ai fait en fait un tableau avant-après des 2 articles du code de la sécu sur la faute inexcusable. Avant, d'accord, ça c'est la colonne avant et je vous mentionnerai le lien de cette présentation pour que vous puissiez le lire à tête, reposée, d'accord? Surtout que ça doit peut-être un peu en petit, la taille des textes. Mais vous voyez qu'au niveau de la faute inexcusable, L l'effet premier, en fait, de la faute inexcusable, c'est d'aboutir à une majoration de la rente. Et comme là, maintenant, dans la rente, il y a 2 choses, il y a le professionnel et le fonctionnel, eh bien, logiquement, le législateur a dit: «Bah, la majoration, elle porte sur les 2. Il y aura bien une majoration de la part professionnelle et il y aura aussi une majoration de la part fonctionnelle, telles qui sont mentionnées dans l'article 434-2. 434-2, d'accord? C'est ces 2 parties-là que je vous ai mentionnées juste avant. C'est pour ça que tout est lié, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on redéfinit la rente, mais à travers ça, forcément, comme la faute inexcusable, son effet principal, c'est la majoration de la rente, et bien, évidemment, on arrive à cette double majoration, d'accord? Et donc on vous dit bien après, donc les passages en gras, c'est les passages qui sont nouveaux, d'accord? Donc on pose bien le principe de cette double majoration. On vous dit: «La majoration de la part professionnelle, eh bien, en fait, ça ne peut pas excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou, le salaire total». Autrement dit, en fait, quand on majore la rente, eh bien, cette majoration de la rente ne peut jamais aboutir à ce que la victime touche plus que son salaire de référence, d'accord? C'est toujours en dessous, au maximum le salaire lui-même. Et au niveau de la part fonctionnelle, alors la part fonctionnelle, d'accord, elle a été fixée en fonction d'un barème et en fait, ce qu'on veut, c'est que avec la majoration, en fait, eh bien, la rente qui avait été attribuée là-dessus, qui était forfaitaire, qui n'indemnisait pas intégralement, en fait, le déficit fonctionnel, eh bien là, en fait, il y aura une majoration quand même qui n'aboutira pas à une indemnisation intégrale du déficit fonctionnel permanent. Donc on est «en dessous» entre guillemets de ce qu'avait jugé l'assemblée plénière dans son revirement de 2023, mais voilà, il y a quand même une indemnisation majorée de cette part fonctionnelle, d'accord? Et dernière chose qui a été prévue, c'est que la victime peut éventuellement, plutôt que d'avoir une rente majorée tout au long de sa vie, elle peut solliciter le versement en capital de cette rente. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on dit: «Voilà, la victime, elle a, 45 ans, elle a un taux, fonctionnel de temps et cetera». Eh bien, on va capitaliser, on sait que cette rente sur son espérance de vie, ça serait à peu près de tel montant, et bien ce montant, en fait, on le capitalise au moment du jugement, comme ça elle touche en fait un gros capital plutôt que d'avoir une rente tout au long de sa vie. Est-ce que c'est intéressant? Ça dépendra c'est au cas par cas en fait, au choix des victimes. Et on en arrive enfin à l'aspect le plus «choquant» entre guillemets de cette, réforme, c'est en fait l'indemnisation dans le cadre de la faute inexcusable de tout ce qui n'est pas couvert par la rente, d'accord? La rente, c'est une indemnisation qui est forfaitaire, c'est pas une indemnisation intégrale, mais c'est juste une fraction en fait du préjudice qu'on va réparer. Cette rente, elle est majorée dans le cadre de la faute inexcusable et en dehors de la rente, bah, il y a d'autres chefs du préjudice dont on peut solliciter l'indemnisation intégrale.
Et là, c'est donc tout ce qui est énoncé dans l'article 452-3. Et la première chose que le législateur a rajouté, c'est ce petit bout de phrase bleu. Ce petit bout de phrase bleu, en fait, c'est la solution qu'avait retenue le Conseil constitutionnel dans une décision en 2010. Donc, en fait, on n'a fait que reprendre ce qu'il avait dit et on dit, voilà, la victime, elle a le droit de demander, en fait, l'ensemble des préjudices qui ne font pas l'objet d'une réparation forfaitaire au titre du présent livre. Et la réparation forfaitaire, c'est donc, comme vous l'avez compris, la rente. Et on rajoute l'adjectif notamment. Alors quand vous voyez le mot notamment en droit, ça veut dire que l'énumération derrière n'est pas une énumération qui est limitative. C'est-à-dire qu'on peut trouver encore d'autres choses, d'autres chefs de préjudice que ceux qui sont énoncés après. Mais parmi les préjudices que vise le législateur, il y a les souffrances physiques et les souffrances morales qui sont endurées par la victime, mais c'est ça qui est choquant, c'est avant la date de consolidation. Ça veut dire que quand vous êtes victime d'un accident d'une maladie professionnelle, au début, votre état de santé, il n'est pas stabilisé. À un moment donné, il va se consolider et après, vous avez des séquelles tout au long de votre vie. Ces séquelles, elles sont indemnisées par la rente avec ses deux composantes professionnelles et fonctionnelles. Et donc, la faute inexcusable permet d'obtenir une majoration de cette rente, et dans la part fonctionnelle, il y a déjà des souffrances endurées. Donc, le législateur a dit, les seules souffrances que l'on va pouvoir indemniser de manière intégrale, c'est les souffrances entre le moment de l'accident et la date de la consolidation. Parce que à ce moment-là, dans cette période transitoire, eh bien, il n'y a pas de rente. Donc, il n'y a pas la majoration de la rente, en fait, elle ne produit d'effet qu'après la consolidation. Elle n'en produit pas avant la consolidation. Donc, il est totalement logique de dire toutes les souffrances physiques et morales avant consolidation, on peut en obtenir la réparation intégrale. Mais on ne peut pas l'obtenir après la consolidation. Pourquoi? Parce que les souffrances, elles sont indemnisées partiellement, on dit forfaitairement, mais ça veut dire partiellement, dans le cadre de la rente, dans le cadre de sa composante fonctionnelle. Donc, et c'est ça la régression majeure, c'est de dire avant, on pouvait obtenir avec l'assemblée plénière l'indemnisation intégrale de son DFP, l'indemnisation intégrale des souffrances physiques et morales après consolidation. Et dorénavant, en fait, le DFP, les souffrances physiques et morales, elles sont intégrées dans une rente et donc on ne peut solliciter que la majoration de celle-ci et non la réparation intégrale. Donc vous voyez que c'est une régression qui est fondamentale et elle n'était pas nécessaire, cette régression. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire la victime, elle a le droit à la réparation, à la majoration de sa rente, etc. Mais elle a également le droit à la réparation intégrale de son déficit fonctionnel permanent, quitte éventuellement à renoncer à une partie de sa rente. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Les deux sont pas, voilà, c'est pas gravé dans le marbre que la rente, elle est, quand bien même elle serait duale pour la plupart des victimes, pour les victimes de faute inexcusable, elle pourrait ne pas être duale. Elle pourrait n'être que sur la part professionnelle et pour tout ce qui est DFP, pour tout ce qui est souffrance physique et morale, on sort ça de la rente et on dit la victime de faute inexcusable, elle a le droit à la réparation intégrale de ça. Et c'est quand même, c'est le minimum en 2024 que de penser une chose comme pareil. Et je ne comprends pas qu'on n'y arrive pas d'ailleurs, hein, mais c'est quand même à l'heure actuelle, une personne, elle est victime d'un accident de la circulation sur son lieu pour aller sur son lieu de travail, eh bien, elle sera indemnisée intégralement de son préjudice. Si elle est victime du même accident de la circulation au sein de l'entreprise, elle sera indemnisée forfaitairement. Elle ne pourra pas demander la réparation de ses souffrances physiques et morales jusqu'à la fin de sa vie, tout simplement parce qu'elle était dans l'enceinte de l'entreprise, que c'est un accident du travail, que c'est pas un accident de la circulation. Il y a une rupture d'égalité entre les victimes, une rupture d'égalité que la Cour de cassation a dénoncée dans ses 13 derniers rapports annuels. Et le législateur aujourd'hui, il n'est pas capable de concevoir ça. Les partenaires sociaux ne sont pas capables de considérer que la victime d'une faute inexcusable doit être intégralement indemnisée de son préjudice. Euh, je comprends pas, je ne comprends pas que intellectuellement on ne puisse pas arriver là. C'est un truc qui me rend dingue et moi je continuerai tout le temps à me battre pour que les victimes de fautes inexcusables soient indemnisées intégralement. J'ai pas encore la solution, peut-être qu'on va passer par une inconventionnalité, une concreto, etc. Je vous ferai part de mes idées par ailleurs, mais on en est encore à cette aberration aujourd'hui, donc tant mieux, entre guillemets, pour les victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles, parce qu'elles seront mieux indemnisées à travers l'incapacité permanente, et tant pis pour les victimes de fautes inexcusables, qui malheureusement le seront moins.
Jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle solution, à bientôt.